est-ce que vous avez l'impression d'aller là où la culture ne serait jamais allée sans vous? Et oui, Vraiment? c'est bien ce que je vous ai expliqué, oui. Mais parce que vous avez expliqué que des gens venaient à vous, mais vous, est-ce que vous avez un côté ambulant, non pas avec un cheval, une mule et une caravane, mais est-ce que vous vous déplacez? Et jusqu'en quel lieu? Mais bien sûr, c'est-à-dire que dans un sens, ce n'est pas moi qui fais l'effort, et dans l'autre, c'est comme pour le choix des textes, c'est à moi de faire l'effort pour aller lire dans des collèges perdus dans la banlieue de Mulhouse, ou aller lire pour des ouvriers, ou même dans un commissariat de police. Là, c'est moi qui le fais, et souvent je suis pas payé ou très mal. Et par exemple, un commissariat de police, Oui. J'imagine que vous n'avez pas leur... il faut éviter la redondance, donc vous n'irez pas lire un Maigret, par exemple, j'imagine. Oui, d'abord, les problèmes qui sont développés dans Maigret ne sont plus les leurs. C'est d'un exotisme effarant. Oui. Et c'est peut-être pour cette raison-là qu'on pourrait leur lire, ça leur rappellerait le bon vieux temps, où il y avait moins de soucis. Où on pouvait fumer la pipe dans un commissariat. Et où les criminels étaient moins rudes. Mais j'ai fait une lecture en banlieue, dans un commissariat. Je vous avoue que je ne me souviens plus du nom de la ville dans laquelle j'étais, mais peu importe. Et ça a été pour eux, j'ai lu des intrigues qui peuvent être policières, criminelles ou non. Et ça leur a beaucoup plu, ça les a beaucoup amusés, parce qu'ils ont complètement oublié qu'ils étaient policiers, ils ont oublié qu'ils étaient dans un commissariat. Ils ont eu un moment d'écoute, de texte, qui seraient jamais venus, là aussi, écouter, parce que leur métier n'est pas un métier où, finalement, on les encourage à aller écouter des choses. C'est dommage, mais c'est un métier difficile, hein, policier, en banlieue surtout, ou à Paris, hein, enfin... Et c'est dommage, et je vais là parce que je veux leur montrer que oui, ce n'est pas grave de lire un texte, ce n'est pas réservé à une élite. Vous pouvez très bien écouter ça, et c'est amusant, ils ont rigolé, c'était sympathique, quoi. Non. Mais comment, Félix Libris, comment s'enclenche, si j'ose dire, ce triangle parfait, un public, un lecteur, un texte? Mais, si vous voulez, ça c'est une question difficile, parce que c'est d'abord pas prévisible. C'est tous les soirs différent. Il y a parfois des moments, vous vous en rendez compte après. Bien sûr, avec le métier, on va se dire, tiens, là j'ai tel public devant moi, je suis dans telle condition, il fait chaud par exemple en ce moment, il y a plein de facteurs si vous voulez, je vais leur lire ça. Ça peut être quelque chose qui va avec la situation, ou quelque chose qui est justement complètement hors de la situation. Et surtout, on ne sait pas ce qui se passe dans chaque esprit qui est devant vous. Ceci dit, j'ai remarqué, je vais vous raconter une anecdote qui illustre bien ça, parce que en général, on ne voit pas, on n'entend pas ce qui se passe et on n'est pas dans les émotions des autres. Mais un jour, j'avais fait avec Alice Fernet une lecture, je crois que c'était à Bourges, et je lisais ses textes. Elle était assise devant, et tout le monde écoutait attentivement la lecture de ses textes, et soudain, elle s'est mise à chercher quelque chose dans son sac. Enfin, elle me dérangeait pendant la lecture, et bon, j'ai continué, et elle baissait la tête en fouillant, en mettant le nez dans son sac. Enfin, c'était pénible. Et je lui ai demandé après, mais qu'est-ce qui t'a pris là? Je veux dire, c'était pénible là pour moi. Elle me dit, je sais, c'est terrible, mais en fait, je pleurais mes propres textes, et je voulais pas que ça se voie. Voyez. Et donc, soudain, elle pleurait en écoutant ces textes. Elle avait honte, parce que d'abord, elle était obligée de pleurer, en plus, à ses propres textes. Donc, vous voyez, on ne mesure pas ce que... Même chez l'auteur lui-même, hein, on ne mesure pas ce que peut provoquer provoquer une lecture. Un autre exemple, il m'est arrivé de lire un texte de Jean-Hugues Pell, Violence payante, un texte extrêmement fou et dur et violent, enfin une violence si vous voulez, c'est surtout très bien écrit, et donc mieux c'est écrit, plus la violence évidemment ressort. Et bon, j'ai lu ce texte que lui-même avait écrit d'après une commande, on lui avait dit vas-y fais quelque chose de fort. Hein. Donc en le lisant, la moitié de la salle est sortie parce qu'elle ne tenait plus. Et ça, c'était surprenant aussi, parce que ça aurait été filmé. On a aujourd'hui des films horribles. On voit des choses sur Internet, dans des films. Les gens, ils sont là, peinards, ils suivent ça sans aucun problème. Eh bien, en lisant ce texte, eh bien, la moitié de la salle est sortie ne tenant plus. Et je me suis donc dit, oui, c'est
plus fort. La littérature est plus forte que l'image parce qu'on ne contrôle pas les images qui sont produites dans l'esprit de chaque personne. On ne peut pas, nous, les contrôler. On fait quelque chose d'incontrôlable. Le cinéma contrôle beaucoup plus, puisqu'il y a beaucoup plus d'éléments qu'on contrôle. Là, on ne contrôle pas l'image. Et l'image, c'est terrible. À condition, Félix Libris, de se contenter, ou plutôt de se concentrer sur la voix, sur le souffle, sur la respiration, en évitant certains écueils, notamment la lecture mimée, qu'on trouve un peu trop souvent parfois. Oui, bien sûr. Sans remonter à Mounès Sully, il y a des gestes oui. de temps en temps superfétatoires. Vous ne lisez pas les mains collées au corps, j'imagine. Non. Mais vous laissez essentiellement parler la voix. Oui. Votre question demande une petite explication. C'est-à-dire, quand vous lisez, ce que vous êtes en train de dire, c'est un petit peu comme ce qu'on peut retrouver chez un musicien soliste ou chez un chef d'orchestre. Il y a des chefs d'orchestre qui, j'ai revu l'autre jour, Erich Kleiber, le père de Carlos Kleiber. Et là, vous avez, dans ces deux personnes, deux styles complètement opposés, et tous deux, pourtant, des chefs d'orchestre étonnants. Quand vous dites, Félix Libris, j'ai revu, c'est-à-dire, vous avez consulté des archives mises en ligne sur Internet ? C'est ça, exactement. Parce que je m'intéresse beaucoup à la musique, et donc, il y a, chez chacun, chez chaque tempérament, chez chaque caractère, une manière de se servir de son corps. Erich Kleiber a les bras collés contre... évidemment, je mime là, je suis à la radio, je le sais bien. Mais il a donc les mains collées au corps et il ne dirige qu'avec une main de manière assez sèche comme ça. Voilà. Mais bon, et tandis que son fils, Carlos Kleiber, avait une espèce de générosité, des longues mains qui partaient au loin, etc. Bon, c'est deux styles différents, mais dans les deux cas, ce ne sont pas des gestes illustratifs. Le problème de la lecture mimée, c'est quand le geste devient illustratif. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, vous lisez un texte dans lequel quelqu'un ouvre une porte, et en même temps, vous mimez le gars qui ouvre la porte. Alors ça, oui, c'est une lecture mimée qui ne sert à rien, puisque vous allez dire deux fois la même chose. Vous dites la phrase, le public voit une image, et tout à coup, vous fermez l'image que voient les personnes en face en la mimant. Mais là, c'est ce qui vous différencie précisément du théâtre, et je songe à la scène fameuse de Louis Jouvet avec Bernard Blier dans Entrée des artistes, avec une porte qui n'est jamais correctement fermée. Vous, ce n'est pas du théâtre, il faut le préciser. Non, ce n'est pas du théâtre. Et je vais vous donner ma définition de la différence entre le comédien et le lecteur. Le comédien, si vous voulez, c'est quelqu'un qui va... son but ultime, son désir, c'est d'être un autre. C'est de jouer un personnage. Donc, il va rentrer sur scène en construisant une image de ce personnage. Ce qu'on voit est une image. Et puis, il évolue dans un décor, dans un autre monde aussi qui est de l'ordre de l'image. Le lecteur est très proche du musicien soliste, qu'il soit pianiste, violoncelliste ou autre. Il va entrer en scène, bien sûr on voit une image, mais il entre en scène chargé d'une énergie, mais n'ayant pas fait un travail de personnage, il va entrer en scène pour servir un texte, et lorsqu'il va le lire, peu à peu, ce qu'il se passe, dans le meilleur des cas, c'est qu'on oublie. Le lecteur qui est en face, on l'oublie parce que le public, l'auditeur, s'est construit une succession d'images qui vont être tellement intenses qu'il n'oublie complètement la personne sur scène, puisque rien n'est fait pour produire des images sur scène. Et c'est ça la différence entre les deux. Ce sont donc deux actions à la fois différentes et psychologiquement complètement différentes. Le désir d'être lecteur n'est pas le même que le désir d'être comédien. Je ne porte pas de jugement de valeur là, C'est un désir qui est différent. Et en même temps, Félix Libris, il y a quelque chose de délicieusement régressif. Papa, lis-moi une histoire. Maman. Maman, mais vous, je disais papa parce que je suis en face d'un Félix. Oui, on peut devenir un peu, d'une certaine manière, le père du public, oui, pendant quelques moments, quelques instants, oui, c'est vrai. C'est vrai, il faut pas refuser la paternité. Et vous ressentez parfois dans ce public un grand mouvement où chacun se retrouve lové contre l'oreiller de ses 4 ans ? Si.
Si. C'est parce qu'on retrouve le monde des images. On se retrouve, enfant, alors vous avez des enfants, j'imagine, et vous avez peut-être fait le test, en tous les cas, de lire à des enfants. Ils aiment bien au début lire, mais avec des images. Hein. Et ensuite, peu à peu, ils découvrent qu'on peut en voir. Donc c'est retrouver un monde d'images qu'on découvre merveilleusement comme ça. Oui, bien sûr, c'est ça qui est fabuleux. Alors le public ne vous l'avouera pas, hein. Il ne dira pas papa m'a lu une histoire. Mais il le vivra, il le revivra certainement, oui. Mais avez-vous justement parfois essayé de reprendre le répertoire des histoires que nous lisons à nos enfants pour en faire autre chose? Pour moi, l'auteur qui s'y prêterait le mieux, c'est Marcel Aimé, avec Les Contes du Chat Perché, par exemple. Vous avez déjà lu ça, Félix Libris, ou... Oui, j'ai notamment fait une conférence qui est assez connue et qui plaît beaucoup. C'est une conférence autour du Petit Chaperon Rouge, où je propose une interprétation du Petit Chaperon Rouge qui peut être écoutée d'ailleurs par les enfants ou par les adultes, mais j'explique souvent avant comment je vais interpréter le conte. Pour montrer qu'un interprète, là aussi, hein, qu'il soit musicien ou lecteur, peu importe, doit savoir avant ce qu'il veut faire entendre. Il ne peut pas lire, sinon il va faire de la lecture, soit mimée ou chantée, il va lire le conte comme tout le monde le lit. Il était une fois un petit chaperon rouge, tatati, tatata, etc. Donc bon, là, s'il fait un travail d'interprète, il doit savoir exactement, il doit avoir une idée très 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 précise du conte et de comment ça doit sonner, et l'impression qu'il veut donner aux autres. Donc ça, je l'explique et ensuite je le fais entendre. Donc les enfants l'entendent d'une certaine manière. Mon explication est un petit peu, on va dire, un penchant érotique, puisque c'est un conte érotique. C'est plus qu'érotique. À Tire-ta-Langue, nous avions fait une émission avec Anne-Marie Gara, qui nous avait montré que c'était une scène de viol. Alors moi, je ne partage pas cette idée-là. Pour moi, c'est une scène d'amour. Ce n'est pas un viol. Alors maintenant, je ne vais pas avoir le temps de vous faire toute la conférence, mais en gros, je pense que le loup est amoureux du Petit Chaperon Rouge. Il est maladroit, certes. Il est plus âgé qu'elle, mais il n'est pas si vieux que ça. Il va réellement, sincèrement, tomber amoureux d'elle et de la petite fille. Et le Petit Chaperon Rouge, quand on lit tous les contes de Perrault, on se rend compte que Perrault donne toujours au début la situation familiale. Le Petit Chaperon Rouge est une jeune fille qui a vécu sans la présence des hommes. Et donc, elle va rencontrer le loup, et ça va être la première fois qu'elle rencontre un homme. Elle va donc être réellement fascinée, de manière naïve, et il va y avoir comme un coup de foudre. Le loup tue la grand-mère parce qu'il veut l'éliminer, parce qu'évidemment c'est un obstacle, mais parce que surtout la grand-mère lui offre un foyer. Il va pouvoir tout de suite, avec le Petit Chaperon Rouge, vivre dans un foyer, dans une maison, etc. Bon, et ensuite, la scène est une scène érotique où tous les deux ont bien compris de quoi il s'agit et jouent. C'est trop court pour vous convaincre plus amplement, mais j'ai en général 1 heure pour le faire, et si un jour vous me donnez 1 heure, je pourrais vous convaincre de cette autre vision du Petit Chaperon Rouge. C'était Tire-ta-Langue, une émission d'Antoine Perrault avec Félix Libris. Prise de son Alain Joubert, réalisation Franck Lilin. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le site de l'émission Tire-ta-Langue niché dans celui de franceculture.com et y laisser vos commentaires.